Puis Lorrain de Lérège et Lérège en règle générale a souhaité organiser un cycle de 3 webinaires qui commence ce soir autour de la loi de bioéthique de 2021, parce que notre idée, c'était que cette loi était pas très bien connue en dehors des aspects extrêmement médiatiques de certains de ces articles. Et donc, tout au long de ces 3 webinaires, on aura 3 orateurs, d'ailleurs 3 oratrices, de fait, 3 oratrices, qui nous jetteront un éclairage sous des aspects différents de cette loi. Et donc, sans tarder, je vais donner la parole à Karine Lefebvre, qui nous fait l'immense honneur de parrainer ce cycle de 3 webinaires. Karine est docteur en droit et enseignante à l'école des hautes études de santé publique de Rennes. Mais c'est surtout parce qu'elle est vice-présidente du CCNE que nous lui avons demandé d'ouvrir ce cycle consacré à la loi de bioéthique de 2021. Karine, c'est à vous. Toutes et à tous, écoutez, ça me fait très plaisir de commencer ce webinaire, ce premier cycle, enfin ce premier webinaire d'un cycle, hein, si j'ai bien tout saisi. Alors, donc, je vais vous parler d'abord en tant que vice-présidente du Comité consultatif national d'éthique. Moi, j'ai intégré le comité fin 2017, juste avant les États généraux de la bioéthique. Et j'ai toujours dit que j'avais été plongée tout de suite dans une grosse marmite où la réflexion n'a pas cessé, voilà, on n'a pas arrêté de cogiter et on n'a pas été tout seul puisque vous êtes très bien placés pour le savoir, les espaces de réflexion éthique ont été mis aussi dans le bain très vite. Donc, entre les États généraux de la bioéthique tout 2018 et puis ensuite les différentes crises, dont bien sûr la crise sanitaire, il n'y a pas eu, il y a pas eu le temps de s'ennuyer. J'ai presque connu, comme je dis souvent, que des périodes extraordinaires au CCNE, outre la richesse des échanges. Je vous parle aussi avec une casquette de juriste en droit des personnes qui s'intéresse particulièrement au lien entre les questions de droit et d'éthique. Et alors, j'ai été pendant 14 ans et demi professeur à l'école des hautes études en santé publique, où j'ai travaillé sur ces questions de vulnérabilité, d'éthique et de droit. Et depuis septembre dernier, je suis conseillère scientifique à la Fondation Partage et Vie, qui est une fondation d'utilité publique qui gère essentiellement des EHPAD, 125 établissements, et qui lance depuis 3 ans, chaque année, une démarche de réflexion éthique. Et cette année, c'est sur les rapports entre l'éthique et le droit. Voilà. Donc, inutile de vous dire que pendant la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de questions sur ce champ-là. Alors, donc, je vais partager mon écran. Voilà. Et mettre en grand écran. Voilà. Et donc, vous l'avez sous les yeux? Oui, parfait. C'est bon? Voilà. Donc, je vais vous rappeler, on va dire, pendant 3/4 d'heure à peu près, les grandes lignes du contexte, en fait, de l'élaboration de la loi de bioéthique. Parce que c'est toujours intéressant de revenir sur la genèse des textes, et surtout un texte comme celui-ci. Et puis finalement, les questions essentielles qui ont été traitées pendant les États généraux de la bioéthique, et puis finalement les avancées, enfin, en tout cas, ce qui a été introduit dans la loi bioéthique, donc du 2 août 2021. Et retenez bien la date parce que c'est toute une histoire, c'est le cas de le dire, entre le moment où on a commencé à travailler, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout début 2018 sur le lancement des États généraux de la bioéthique, 2018, 2019, 2020, 2021. Il a fallu beaucoup plus de temps que prévu initialement pour que cette loi soit adoptée. Bon, il y a tout un contexte évidemment particulier qui accompagne cela. Donc, une longue histoire, comme c'est marqué ici, des avancées, des limites. Aucune loi n'est parfaite, mais il y a effectivement eu quand même des évolutions. Et un enjeu de démocratie en santé, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, surtout sur toutes ces modalités. Et c'est vraiment un champ, en fait, où on a là un terreau tout à fait opportun et intéressant, où l'on voit que cette loi s'est nourrie
justement de ces réflexions menées avec les citoyens. Et si tout n'a pas été retenu, il y a quand même une partie en tout cas du ressenti des citoyens qui a été intégré, et ça c'est tout à fait intéressant. C'est d'ailleurs une spécificité de ce champ de la bioéthique, hein, puisque chaque loi de bioéthique avant d'être révisée est précédée. C'est une spécificité française. Les autres pays nous regardent avec des grands yeux étonnés, et en même temps, c'est aussi tout ce qui fait son intérêt. Elle est précédée d'états, ce qu'on appelle les états généraux de la bioéthique. Alors, une diapo avec quelques images qui vous montrent bien tous les bouleversements qu'on a connus ces dernières années, et période aussi importante où la bioéthique a été interpellée. Donc, les états généraux de la bioéthique, il est marqué sur la sur la première diapo, juin 2018, puis en fait, ça a duré tout le premier semestre 2018, avec une ampleur inégalée, on peut le dire, puisque les états généraux précédents s'étaient caractérisés par déjà quelque chose de tout à fait intéressant, hein, 3 grandes réflexions menées en France dans 3 grandes régions. Là, on peut dire que la plupart, la grande majorité des régions via les RR ont participé. Donc, ça a été une ampleur sans précédent. Et vous voyez les 2 petits bonhommes là qui disent les spécialistes ne comprennent pas bien comment ça va se passer sur le processus des états généraux. Et l'autre monsieur avec son manteau rouge répond les non spécialistes ne comprennent pas bien ce qu'est la bioéthique. Donc, on voit bien qu'il faut se rencontrer pour mieux se comprendre et mieux comprendre la matière. Et puis, donc, il y a eu tout un processus de réflexion, de différents rapports qui ont été rendus, et donc tout le travail parlementaire qui a abouti à la loi du août 2021 et pas 2022 d'ailleurs, il est marqué août 2022. C'est une coquille. La photo, effectivement, de Paris vide, mais la France vide avec la crise Covid, hein, mars 2020, qui effectivement réinterroge ces questions de bien-société et d'éthique aussi, de rapport aux libertés notamment. Et enfin, la dernière photo malheureusement, toujours d'actualité sur la guerre en Ukraine, qui interpelle là aussi et suscite d'autres questionnements éthiques, notamment sur la question des migrants, notamment sur voilà, des enjeux de santé publique, et de se dire jusqu'où on va, qu'est-ce que ça couvre, etc. Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est finalement de quoi parle-t-on? Et au CCNE, donc au Comité consultatif national d'éthique, chaque mot a son importance. Donc, c'est un comité qui est chargé de rendre des avis, d'émettre des propositions, qui ne décide pas, hein, puisqu'il est consultatif. Il n'est que consultatif, mais il est national, donc il a quand même, en tout cas, une aura, en tout cas, assez forte. Et là aussi, c'est très intéressant de voir le retour et d'écouter le retour des comités d'éthique, ne serait-ce qu'européens, avec qui on travaille. Et d'ailleurs, au mois de mai, il va y avoir bientôt un grand colloque à l'UNESCO avec l'ensemble des comités d'éthique européens, donc piloté par le CCNE. Et on voit bien que c'est très intéressant de voir qu'à chaque fois, on nous met sous les yeux, même si on le sait, mais on réinsiste, enfin, les autres réinsistent sur notre spécificité. Donc, je vous invite à aller sur le nouveau site d'ailleurs du CCNE, le nouveau site web, aller lire des différents documents, dont ce document qui est intitulé Méthodes et repères du CCNE, très intéressant parce que en fait, il reprend finalement les enjeux de ce pourquoi ce comité consultatif national d'éthique existe, quels jalons comment il travaille, quels jalons il pose, quelles sont ses missions. C'est un document en fait qui a été conçu au départ en se disant finalement on va réfléchir sur comment on travaille la réflexion éthique en France aujourd'hui, et on ne la travaille pas tout seul, d'où l'importance des espaces régionaux, ça c'est vraiment extrêmement important. Et quand des nouveaux membres, ce qui est le cas actuellement, entrent au CCNE, finalement c'est important pour eux de comprendre aussi comment ça fonctionne, mais de façon globale, c'est pour ça que ce document est à disposition du grand public. C'est important de savoir finalement comment la réflexion éthique est travaillée à tous les niveaux.
Et puis, sur la droite, vous voyez un document qui a été produit lors du 30e anniversaire du CCNE. Donc, vous voyez 2013. Donc, vous me voyez venir en disant qu'en février 2023, donc très très prochainement, nous fêterons les 40 ans du CCNE avec une grande manifestation et nous ne manquerons pas de solliciter les RR là aussi. C'est un teaser et je vous l'annonce dès à présent. Mais c'est vrai qu'on compte faire de cette année 2023 voilà, une année anniversaire avec différentes étapes. Tout ça pour reprendre finalement cette question de base, c'est finalement une base mais très importante. De quoi parle-t-on? La bioéthique, c'est donc une éthique appliquée aux problèmes soulevés par les progrès des sciences et techniques de la vie et de la santé. Donc, je prends ici les termes qui sont dans la loi depuis le départ. Donc, il y a la notion de progrès lié aux sciences et aux techniques de la vie et de la santé. Et puis, il y a ce fameux écart, on entend souvent l'expression d'ailleurs, ce fameux écart entre ce qui est techniquement possible et ce qui est éthiquement souhaitable. Et voilà, parfois ça se rejoint et puis parfois il y a un écueil, parfois un gouffre sur ces questions-là. Donc, finalement, la réflexion éthique interroge ce que les progrès rendent possible ou pourraient rendre possible. C'est vraiment étonnant. Parfois, on a l'impression d'être plongé dans de la fiction, voire de la science-fiction. Et pour chacun de ces progrès, on se dit, mais finalement, quels sont ces jalons et ces repères qu'il faut se donner pour avancer tout en restant, voilà, en gardant des valeurs que l'on estime, que l'on partage. Et on est bien là au cœur de la question. Donc cet écart, il légitime, cet écart entre ces deux jalons, il légitime la réflexion éthique et il questionne donc c'est vraiment très profondément la notion de progrès, sans la remettre en cause, forcément, bien évidemment, mais il la questionne et ça c'est très important, c'est le cœur même de la réflexion éthique, ce questionnement. C'est d'ailleurs voilà la science du doute, la science du questionnement, c'est souvent comme cela, en tout cas que je la définis. Alors, prendre du recul avant de légiférer, j'ai mis un point d'exclamation parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une longue histoire et on peut dire que la dernière loi de bioéthique, c'est une belle illustration du temps et de la patience qu'il a fallu avoir, sachant que les membres du CCNE s'en rappellent. On était, comme je vous le disais, pris dans une sorte de marmite, il fallait aller vite pour les états généraux. On pensait que les débats parlementaires allaient avoir lieu à fin 2018-2019, début 2019, et puis vous voyez que rien n'a été fait comme il était prévu. Mais peu importe, la question, c'est bien sûr de savoir ce qu'il y a dans ce texte désormais. Alors, en tout cas, il y a un appel dans cette réflexion bioéthique à la responsabilité de chacun et chacune pour répondre à cette question tout à fait importante que l'on avait posée d'ailleurs pendant les États généraux de la bioéthique, c'est quel monde voulons-nous pour demain? Quelle conception voulons-nous, quelle conception du monde avons-nous tous? Voulons-nous construire, quels que soient nos âges, nos spécificités, nos vulnérabilités, aussi parfois nos cultures? La bioéthique, c'est aussi un lieu de l'intime, parfois extrêmement chargé sur le plan symbolique. Et là encore, hein, je l'évoquais brièvement tout à l'heure, pendant la crise Covid, vous le savez bien, dans la balance entre la protection et la contrainte, il y a la question de la liberté qui s'est imposée de façon très forte entre sa propre conception de la liberté et puis celle d'autrui, celle des autres citoyens. On l'a vu avec le confinement, on l'a vu avec la question de la vaccination et dans d'autres situations. Voilà, donc c'est l'intime confronté au collectif. Alors, il y a des grands principes éthiques et donc de la bioéthique qui sont évoqués très régulièrement. Vous les avez ici sous les yeux. Hein. Alors, ils sont assez nombreux, ces principes, mais chacun a une force assez puissante. Hein, la question de la non-nuisance, de la pertinence, de la question de l'autonomie. Je reviens toujours moi, sur l'origine, l'étymologie de l'autonomie. Autonomos, c'est la capacité à se gouverner soi-même. La question de la bienfaisance, de l'équité, le sacro-saint principe de la dignité,
Et puis, ces principes alors, traditionnels, mais dans le sens du terme classique de la bioéthique sur la non-commercialisation du corps, la question de la gratuité, de l'anonymat, qui peuvent être réinterrogés. On l'a vu avec la question du don et puis de l'assistance médicale à la procréation, la question de l'intérêt, voire de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et puis, vis-à-vis et on a beaucoup travaillé au CCNE pendant la crise, la question de tous les publics vulnérables. D'ailleurs, dès après le premier avis qui avait été rendu sur début mars, le 13 mars 2020, à la demande d'Olivier Véran, en fait, on s'est mobilisé au sein du CCNE de façon assez spontanée, et quelque part tous les membres qui travaillent particulièrement sur les personnes précaires, sur les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants, les personnes qui vivent en prison. Enfin, voilà. En tout cas, il y a eu un bulletin de veille sur il y avait vraiment cette question de l'éthique de la vulnérabilité qui était très puissante. Alors, pour vous présenter finalement et tenir les temps, je vous propose donc trois points. Rappeler quand même ce que c'est le Comité consultatif national d'éthique, avant d'évoquer, enfin de vous rappeler, parce que peut-être que certains d'entre vous ont une connaissance très précise des différentes étapes, mais ça peut être hétérogène parmi nous tous. Donc, vous rappeler ce que c'est ces états généraux, comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui a fait leur spécificité. Et c'est vraiment très important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cet enjeu de démocratie en santé. Et c'est très important de voir comment ce qui est ressorti de ces multiples manifestations, cafés éthiques, conférences, débats, etc., parfois en tout petit comité, parfois des très grandes conférences débats, ont pu nourrir vraiment les travaux, les différents rapports et puis les travaux parlementaires. Et finalement, cette loi de bioéthique 2018-2022, c'est une vraie gageure de ce processus, de comprendre ce processus et puis de le faire vivre. Quel monde voulons-nous pour demain? Donc là, je reprends la question qui était évoquée. Alors, ce comité consultatif national d'éthique, il date de 83, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va bientôt fêter ses 40 ans. Et il a été créé, c'est important de le souligner, par un président de la République, donc en l'occurrence à l'époque François Mitterrand, à la suite des assises de la recherche. Et c'est une institution qui a été conçue comme une institution indépendante. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça a été posé dès le départ en 83, et je peux vous assurer, en tout cas moi depuis que je suis au CCNE, j'ai toujours entendu parler de cette question de l'indépendance et de cette cette attention très forte à travers tous les épisodes particuliers que l'on a pu vivre, de conserver notre indépendance par rapport au pouvoir politique, et ce qui a posé pas mal de questions. Et comme le dit Jean-François Delfraissy, notre président, qui a été dans le même temps sollicité donc au Conseil scientifique, c'était pas forcément une position facile et en termes de communication, mais ça nous a pas empêché de rester indépendants, c'est-à-dire de pouvoir rendre des avis, alors déjà de s'autosaisir, de répondre aussi certes aux demandes des ministères, mais c'est pas parce qu'on répond aux demandes qu'on garde pas son indépendance. On l'a vu notamment sur les questions de vaccination, sur d'autres points. Donc, et puis là, on est en train de travailler sur la fin de vie. Donc, je vous prie de croire que cette question revient très, très, très fréquemment. Donc, c'est quelque chose qui nous anime. Voilà, ça, c'était le message que je voulais vous passer. Alors, les missions du CCNE, c'est de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société, donc soulevées par le progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Donc ça, c'est vraiment le texte tel qu'il était rédigé en 2004. En 2011, la loi de bioéthique est venue compléter ces missions avec on voit apparaître, vous voyez, l'organisation d'un débat public sous forme d'états généraux,
Donc, ça a été, voilà, on entend beaucoup parler des consultations citoyennes, de débats publics, de référendums, de toute une série de modèles pour solliciter les citoyens. Eh bien, en tout cas, le débat public, il a été introduit dans la loi par rapport aux missions du CCNE dès 2011. Et donc, 10 ans plus tard, vous voyez que la nouvelle loi de bioéthique du 2 août redit, en fait, vient repréciser et élargir les pouvoirs du CCNE, donc qui doit rendre des avis sur les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine. Donc, ça va pouvoir permettre d'introduire les questions du numérique, ça va permettre d'introduire, enfin, on les avait déjà travaillées, mais les questions de l'environnement. Enfin voilà, ça élargit le spectre sur lequel on peut travailler. Et puis, autre mission très importante, et là, les RR, vos oreilles, et tous les professionnels d'ailleurs qui sont sur les territoires, vous êtes concernés par cette question d'animation chaque année des débats publics, donc sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société en lien avec les espaces de réflexion éthique. Donc là, on voit bien que le rôle du CCNE au niveau national, c'est d'impulser, c'est d'animer ces débats publics, mais ensuite avec la liberté très importante laissée à chaque espace régional et à l'ensemble des acteurs de fonctionner, d'organiser le travail de réflexion à leur guise, de le faire ou de ne le pas faire, de la même façon ou pas. Voilà, il y a une grande liberté qui est laissée. Mais malgré tout, on peut dire qu'il y a une sorte de cercle vertueux pendant ces états généraux de la bioéthique. On a été soufflé, quand même dans le bon sens du terme, par cette mobilisation des espaces régionaux et qui ont permis justement d'élaborer, de donner toute une série d'éléments et de venir nourrir le rapport rendu par le comité national. Voilà. Donc, on n'est pas du tout sur une éthique descendante, on est au contraire sur une éthique qui est impulsée, en tout cas sur certains points par le CCNE, mais qui est nourrie et réciproquement voilà, dans les deux sens. Alors, nouveauté de la loi bioéthique, c'est le nombre de membres du CCNE. Donc là, le décret vient tout juste de paraître. Il était prévu, le décret de nomination des nouveaux membres, donc je vous montrerai la liste après, mais vraiment, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Donc, on passe de 39 membres à 46 membres. Alors, il n'est jamais bon d'avoir des comités trop importants en nombre. Et pourtant, c'est très intéressant de voir pourquoi on est passé à 46. Je vais vous l'expliquer juste après. Alors, pour le faire très rapidement, l'expliquer très rapidement, nous avons donc un comité plénier qui comprend les 46 membres, donc 45 plus le président du CCNE, et qui se réunit une fois par mois. Et ensuite, on a une section technique qui se réunit 15 jours avant le comité plénier, donc une fois par mois aussi, qui est composée d'une douzaine de membres et qui va jouer le rôle de filtre, de réponse de préparation des avis, de réponse à des sollicitations extrêmement nombreuses, de plus en plus nombreuses par ailleurs. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Donc, vous avez tous ces éléments sur le site du CCNE. Alors, vous notez que l'on peut être saisi, donc saisine externe, dite externe, donc ça peut être par par des ministères, alors souvent le ministère de la Santé, mais pas que. On peut être saisi par des institutions, des associations. On a été saisi pendant la crise, par exemple, par des remontées de terrain, dont des RR, la CNRR, vous vous rappelez le fameux décret sur les traitements funéraires et les traitements des corps, donc du 1er avril, qui, après cette levée de bouclier et cette sollicitation du CCNE, nous a permis de rendre conjointement d'ailleurs, en travaillant avec la CNRR et donc l'ensemble des RR, cet avis pour modifier ce décret, et donc le décret qui a été modifié à la fin du mois d'avril. Donc, on voit bien qu'il y a eu pendant la crise notamment des saisines externes qui ont eu un impact réel. Et puis, il y a des autosaisines, donc à 70%,
Donc, c'est intéressant de voir le pourcentage. Il y a, à titre d'exemple, il y a aussi la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance qui nous a aussi saisi pendant la crise sur les questions de confinement des personnes âgées en EHPAD et des personnes en situation de handicap dans les établissements aussi. Donc, vous avez ici, en fait, la composition du Comité national d'éthique au jour d'aujourd'hui, donc avec 5 personnalités désignées par le président de la République, qui appartiennent aux principales familles philosophiques et spirituelles. En gras, les nouveaux membres. 15 personnalités qui appartiennent au secteur de la recherche. 6 personnalités, alors ça c'est une grande nouveauté, 6 personnalités représentant les associations de personnes malades, au milieu de la diapo, et usagers du système de santé, 2 personnes handicapées, familiales et œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes. Donc, on a donc, alors c'est 5 personnalités, hein, c'est pas 6, il y a une erreur ici. Et donc, nous avons des profils extrêmement différents. On peut citer notamment Madame Nolot, qui est une personne en situation de handicap extrêmement investie dans différentes instances et notamment au Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Yvan Nicaillé, qui était président de Renalou, voilà, Sylviane Jean-Pinot, qui est aussi au Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge pour la petite enfance. Voilà. En tout cas, il y a des représentants de toutes les populations, c'est un petit peu ça l'idée, et 19 personnalités choisies en raison de leurs compétences et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique. Et on parlait tout à l'heure de l'École des hautes études en santé publique. Il y a notamment son directeur, Laurent Chambaud, qui part de l'école parce qu'il part en retraite, mais qui intègre le CCNE. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ces enjeux de santé publique et d'éthique qui sont extrêmement liés. Et il y a aussi Séverine Labou qui représente, donc directrice d'un groupement hospitalier avec un gros EHPAD qui représente le médico-social. Ça, c'est une entrée parmi... j'ai pas le temps de citer tout le monde, mais c'est important de le souligner. Alors, des enjeux importants. L'indépendance, je vous en ai parlé, l'indépendance par rapport aux politiques. Faut-il prendre position dans les avis et mettre des recommandations? C'est une question qu'on se pose souvent. Ou simplement faire état, en fait, des questions et des tensions. On n'est pas forcément toujours tous d'accord sur la position à prendre, c'est tout à fait intéressant. Et à propos d'accords ou de désaccords, eh bien, la question du consensus, des positions majoritaires, mais aussi des positions minoritaires. Et quand on débat, il faut aussi faire preuve d'une grande transparence et d'une grande honnêteté pour savoir dire si on est tous d'accord ou si on ne l'est pas, et quel est le contenu, le fond de ces positions minoritaires. On se pose aussi la question de l'impact et du suivi des avis, de la vision, dans quels termes on s'inscrit, la question de la communication aussi dans les médias. Sur l'impact et sur le suivi des avis, il y a évidemment l'enjeu, et nous avons encore du chemin à parcourir là-dessus, l'enjeu d'accessibilité, de simplicité pour le grand public. Et juste avant de commencer, on échangeait sur le public des jeunes. Et donc, je citais l'exemple de la journée que l'on organise chaque année vis-à-vis des lycéens, donc qui a lieu très prochainement, le 25 mai, à la Maison de la Chimie, où en fait on a une animation de 9 lycées avec 9 professeurs qui ont fait travailler leurs élèves de première, de terminale, de prépa, qui ont fait travailler leurs élèves sur un sujet qui est choisi chaque année. Et cette année, c'est la question de la fin de vie, ce qui va être très intéressant parce que vous savez que il est hautement probable qu'il va bientôt se mettre en place une convention citoyenne des débats publics sur cette question de la fin de vie. Donc, il était tout à fait intéressant d'embarquer, dans le bon sens du terme, les jeunes. Alors, le nouveau modèle du CCNE, c'est aussi l'intégration, et ça rentre vraiment dans tout le champ, le spectre de la bioéthique, dont on ressent les échos dans cette loi bioéthique du 2 août 2021, c'est la création d'une nouvelle instance. Donc, jusqu'à présent, il y avait un comité pilote d'éthique du numérique, qui était le CNPEN,
qui était intégrée en fait au sein du CCNE. Et donc, il y a une nouvelle instance qui devrait voir le jour de façon institutionnelle et officielle, le Comité consultatif national d'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle, qui comptera donc 33 membres, dont un président. Le président actuel étant Claude Kirchner, qui est le président du comité pilote d'éthique du numérique. Et vous verrez sur le site du CCNE, vous avez donc à la fois les avis du Comité national d'éthique dans le champ de la santé et les avis du CNPEN, donc qui va devenir Comité consultatif national d'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle, avec des productions tout à fait intéressantes sur le versant numérique et intelligence artificielle, des questions éthiques liées au progrès technologique et progrès dans le champ de la santé. Alors, la nouvelle collaboration avec les IRR, alors, nouvelle collaboration. La collaboration a toujours existé, mais pas au point où elle en est arrivée aujourd'hui. Et c'est vrai que les derniers états généraux et la crise sanitaire ont considérablement renforcé ces liens. Et Hélène le sait bien, puisque c'est une des 3 coordinatrices de la CNRR, la Conférence nationale des IRR. Donc, il y a 3 coordonnateurs qui animent justement cette politique de réflexion éthique sur les territoires, avec des travaux de recherche, avec un lien, un go-between très fort, vraiment avec le CCNE. Donc, il y a un changement en fait d'époque, de méthode pour essayer ça on y tient vraiment beaucoup, d'ancrer, de participer à ancrer davantage la réflexion éthique sur les territoires, d'aller au plus près du terrain. Et puis, il y a aussi la réunion des comités d'éthique institutionnelle, ce qu'on appelle la Maison France de l'éthique, qui a eu lieu il y a une fois par an, pour essayer de mettre en lien aussi ces différents comités, des organismes de recherche, des organismes d'instances, enfin ces instances et les espaces de réflexion éthique. Et enfin, bien sûr, un des axes de travail très importants, ça va être la réflexion sur le débat citoyen, sur la question de la démocratie en santé, de la consultation citoyenne. Et là, on réfléchit au sein du CCNE avec les autres grandes instances telles que le Défenseur des droits, telles que la Conférence nationale de santé, le CESE, la Commission des débats publics. Il y a aussi un comité d'éthique et un comité citoyen aussi au sein de Santé publique France, sur la façon dont finalement chacune de ces instances travaille sur ces questions de démocratie en santé, parfois de façon cloisonnée. Donc, l'idée, c'est de se mettre autour de la table, de savoir sur quoi on travaille, de savoir comment on peut éventuellement travailler ensemble sur certains points. Et c'est ce qui va très vraisemblablement se profiler pour la question du débat sur la fin de vie. Alors, les états généraux, deuxième point que je voulais voir avec vous, vous avez sur cette diapositive résumé en quelques éléments clés tout le processus qui a abouti finalement à l'adoption, à la promulgation de la loi. Donc, on est parti, je vous le rappelle, premier semestre 2018 avec le fameux grand débat public, les EGB 2018, c'est-à-dire les états généraux de la bioéthique, impulsés, parce que c'est sa mission inscrite dans la loi, par le CCNE, mais avec en se reposant et vraiment avec cette collaboration très étroite avec les IRR, qui a donné lieu donc à l'avis 129 du CCNE, qui est une contribution donc pour la révision de la loi bioéthique. Donc c'est une contribution. Ensuite, le CCNE a rempli sa mission en collaboration étroite avec les IRR, mais ensuite, il y a vraiment ce travail parlementaire complètement indépendant, lui aussi. Donc, il y a l'office parlementaire d'évaluation, je suis en train de chercher le terme, je le sais par cœur, mais de la connaissance et des sciences et des techniques, c'est marqué. Non, mission parlementaire, alors ça c'est encore autre chose. Le nom m'échappe de l'OPEX, mais en tout cas, on est vraiment sur une mission parlementaire mixte entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mission parlementaire d'information sur la révision. Entre-temps, il y a les Gilets jaunes qui ont bien évidemment bouleversé le paysage et la société française. Bon, il y a eu en juillet 2019 cette proposition de loi donc avec le gouvernement, l'avis du Conseil d'État, une mission spéciale et enfin la crise Covid-19 tout en haut en rouge.
les débats parlementaires en octobre 2019. Donc, voilà. Tout ça pour vous montrer qu'il y a vraiment eu tout un processus. C'est très intéressant quand même de voir toute la maturation qu'il y a eu, alors avec beaucoup d'auditions, et cette fameuse promulgation donc le 2 août. Alors, vous avez sous les yeux le périmètre des États généraux, donc les 9 thèmes qui avaient été définis pour ces États généraux, avec donc l'IA, l'intelligence artificielle et la robotisation, données de santé numérique, santé environnement, et des choses très pointues, hein, examen génétique, dons et transplantation, neurosciences, cellules souches et recherche sur l'embryon, la question de la procréation, donc on en a échangé en tout début, c'est vrai que ça a été extrêmement médiatisé, à tel point que peut-être que si on avait posé la question au grand public, la plupart auraient dit mais finalement la loi bioéthique c'est la PMA, mais non, ce n'est pas que la PMA. Et puis il y avait aussi la question de la société, de la vision de la société et de l'accompagnement de la femme vie en France, que l'on a choisi d'intégrer dans ces états généraux, même si au départ ça n'en faisait pas partie. Et ça a donné lieu à des débats tout à fait intéressants et des remontées justement d'attentes des citoyens qui peuvent aussi expliquer cette proposition qui est faite en tout cas, par le candidat et maintenant le président de la République de mettre en place un grand débat citoyen. Alors, un débat justement citoyen, c'est pas la même chose d'ailleurs qu'une consultation citoyenne. Hein. Et la consultation ou qu'une convention citoyenne. Vous voyez qu'il y a différents termes qui sont utilisés sur la convention citoyenne sur le climat. Donc, c'était organisé par le CESE avec des règles bien définies, des rouages bien étudiés et extrêmement structurés par ailleurs, à 150 citoyens tirés au sort. Le débat citoyen, c'est autre chose. Et la consultation citoyenne, ça peut être aussi par le biais de sites web pour venir aller rechercher une certaine opinion. Ce n'est pas l'opinion de tous les citoyens, mais c'est une certaine opinion ou des opinions. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir finalement qu'est-ce qu'on met dans le débat, qu'est-ce qu'on met derrière ce débat citoyen pour nourrir ces questions de bioéthique. Et on a d'ailleurs vu de façon très intéressante pendant les États généraux, il y a eu des formes les espaces régionaux et les territoires ont fait preuve d'une belle créativité. C'est tout à fait intéressant. Donc, quand on débat, hein, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, on ne débat pas tout seul. On peut débattre avec sa propre conscience, pourquoi pas. Mais le but quand même, vous en serez d'accord, c'est le débat entre différents acteurs, les acteurs publics, les experts et la société civile. Alors peut-être que ici, une des premières choses à laquelle on a été soucieux et conscient aussi du risque, est de dire que finalement la bioéthique, ça ne serait qu'un débat d'experts, hein, qu'un débat de sachants, entre guillemets, et que du coup, qui échapperait du coup à une grande partie de la population. Et c'était très intéressant de voir, et on voit bien que la forme va servir le fond, comme je dis souvent, et on voit bien ici combien l'enjeu de méthode est absolument déterminant. D'aller chercher les formes les plus diverses, parfois les plus simples, pour pouvoir toucher le plus possible, en tout cas, la population dans sa diversité. Alors, les mots évoluent, on passe de démocratie sanitaire, démocratie en santé, social participation, comme le dit le Jean-François Delfrécy, mais c'est la participation au sens de la participation de la société, de la vie en société. Donc, on n'a peut-être pas encore trouvé le terme complètement adéquat, mais on en comprend quand même le sens. Et puis, vous voyez quand même dans cette roue, la roue qui tourne, que les interactions peuvent être extrêmement variées entre ces trois grands acteurs. Alors, les acteurs en 2018, vous voyez, hein, les acteurs des États généraux, il y avait le CCNE, un comité citoyen qui a été spécialement créé à l'occasion, donc de 22 personnes, qui ont choisi 2 thèmes, la fin de vie et le génome, si mes souvenirs sont bons. Il y avait un médiateur et puis des espaces, bien sûr, de réflexion éthique régionaux qui organisent qui ont organisé des événements en région et qui ont réalisé des auditions au niveau régional et qui ont, en fait, par leur synthèse, renvoyé chacun au CCNE
vraiment permis de nourrir cet avis. Et enfin, ces deux documents, hein, ce rapport des États généraux et ensuite l'avis du CCN. Alors, vous voyez ici en chiffres, hein, je pourrais bien évidemment vous mettre à disposition le PowerPoint. Vous voyez la diversité, en fait, même si on peut toujours faire mieux, mais quand même, une ampleur sans commune mesure avec les États généraux précédents, avec un nombre d'auditions extrêmement conséquent. On passait notre temps au CCNE toutes les semaines à auditionner, avec le même temps, pour les toutes petites associations ou les très grandes instances, c'est important de le souligner, en essayant d'être le plus représentatif et à l'écoute des courants de pensée les plus variés. Voilà. Et donc, ça a donné lieu au rapport de synthèse avec ces opinions du comité citoyen, vous voyez, sur les deux thèmes. Et puis ensuite, un avis c'est l'avis 129, qui est une contribution du comité consultatif national d'éthique. Hein, c'est une contribution. Donc là, le CCNE s'est nourri à la fois du rapport de synthèse, de ce qui était ressorti finalement de tous ces états généraux, donc du grand public, et puis en apportant les convictions, les débats, les consensus, dissensus entre ces 39 membres. Donc, exercice d'inédit, on l'a qualifié de table d'orientation, enfin, on peut utiliser différents termes, mais en tout cas, l'idée, c'était de refléter le plus possible l'opinion citoyenne, donc avec la notion de confiance et d'ouverture. Vous voyez ici, en termes d'enjeux de médiatisation, ça a été quand même assez bien couvert, hein, par des journaux très, très différents. Voilà, les médias sous toutes leurs formes. Et vous voyez tout en bas que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. On a proposé aux journalistes une formation de plusieurs heures, hein, de 3 jours de formation, donc pour les sensibiliser sur ces grands enjeux, ce qui n'a pas empêché parfois de focaliser effectivement sur certains points, mais on voit bien quand même qu'il y a eu des articles beaucoup plus divers que les fois précédentes, et on ose penser que peut-être ça a joué un petit peu. Il faut être parfois très, très patient sur ces questions-là. Marche après marche. Alors, les enseignements à attirer le débat public et la réflexion bioéthique, donc il y a un besoin essentiel d'information et de formation, un besoin d'expliquer, un besoin d'approfondir les connaissances, de prendre conscience des évolutions et des transformations. Vous voyez, hein, ce qu'il y a en gras, là, il y a ce constat de divergence parfois très forte sur des sujets sociétaux, mais quand même un socle commun, et puis un questionnement bien sûr sur la notion même de progrès médical, jusqu'où on va, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on s'autorise à aller. Et il y avait 9 thèmes donc, qui étaient prévus proposés dans ces états généraux, et un 10e thème qui est apparu, c'est la place de l'humain au cœur du système de santé. Ça, c'est apparu de ces synthèses de différentes conférences, débats, ateliers éthiques, etc. Et la question de la défiance, hein, il y a marqué une certaine défiance des patients vis-à-vis des médecins et des scientifiques. Et vous voyez, c'était avant la crise Covid. Donc, on l'avait bien senti déjà en 2018, ce rapport, cette évolution du rapport entre les citoyens et les professionnels de santé dans ce lien à la santé. Et donc, pendant la crise, il y a aussi bien sûr une question en tout cas, la question de la relation de confiance avec les autorités publiques a bien sûr été mise sur la table et extrêmement discutée. Alors, je vais passer là-dessus pour revenir sur parmi les grands enseignements. Il y a des principes éthiques qui ont été réaffirmés, hein, ce qu'on pourrait qualifier quand même d'une certaine éthique à la française, avec un poids particulier que l'on retrouve dans les textes et dans ces différentes contributions d'ailleurs sur les grands principes, la question de la gratuité du don, de la non-patrimonialité, de la non-commercialisation du corps humain. Donc, ce sont vraiment des principes qui ont été confortés lors des débats avec les citoyens et que l'on retrouve dans les contributions du CCNE et aussi dans le corps de la loi.
dans la question du rapport à la liberté et à l'autonomie, de la tension entre liberté individuelle et vision collective. Je vous laisse lire, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a il y a des problématiques majeures qui sont ressorties, avec une attention particulière sur la protection des plus vulnérables. Vous voyez, le respect du droit à la différence et la protection des plus faibles. La question des vulnérabilités, ça, on le travaille à travers notamment un groupe permanent de réflexion au sein du CCNE, ce qu'on appelle les groupes permanents, ce sont des groupes de veille sur les grandes thématiques qui pourraient en fait donner lieu ensuite à des propositions faites au plénier de travailler et donc d'autosaisine, ce qui a été le cas d'ailleurs sur la fin de vie. Hein. C'est une autosaisine du CCNE, c'est important de le rappeler. On a souhaité en fait anticiper, voilà, en entendant parler de ces projets de loi, justement pour garder la plus grande indépendance possible. Donc il y a eu une autosaisine et le groupe de travail a travaillé depuis de très longs mois sur ces questions-là, et donc ça devrait donner lieu à un avis, donc soit avant l'été, soit juste après, avec les nouveaux membres, puisque seul un plénier du CCNE, il fallait attendre le décret, peut valider un avis. Alors, je passe là-dessus. Ce qui est intéressant de voir, donc, c'est que les dispositions de cette loi bioéthique, ce ne sont pas, alors elles n'ont pas fait, c'est pas un copier-coller pour faire simple, hein, de la consultation publique, ni des différents rapports institutionnels. Vous voyez, il n'y a pas eu que le rapport du CCNE, hein, il y a le Conseil d'État qui a apporté une contribution, ce fameux office parlementaire d'évaluation, mais quand même, il y a une aspiration très forte. Ça, on peut le dire, il y a des études qui ont été menées là-dessus pour essayer de voir quel a été l'impact. Il y a quand même des choses, on ressent vraiment cette inspiration. Alors, se pose bien sûr la question de la valeur ajoutée de la consultation publique, surtout comme on en parle de plus en plus, ce qui pose la question du rapport entre toutes les formes de démocratie, du débat démocratique et de la construction de la loi, avec la démocratie représentative, la démocratie populaire. Voilà, ces nouvelles formes qui apparaissent. Et puis, cette spécificité des états généraux de la bioéthique. Alors, je vais rapidement brosser les grands thèmes, donc je vais aller directement. Voilà, les grands thèmes qui ont été travaillés, et une fois encore, hein, il m'aurait fallu beaucoup plus que 3/4 d'heure pour aborder tout cela, mais vous l'aurez pour mémoire. En tout cas, sur chacun des thèmes, notamment la recherche sur les embryons, les cellules souches embryonnaires, voilà, il y a les différents points qui sont apparus dans la loi bioéthique de 2021 et qui, là encore, se sont largement inspirés des rapports et de l'opinion citoyenne. Donc, on voit notamment, hein, à titre d'exemple, des articles tirent les conséquences de la différence entre l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, avec des garants éthiques concernant la recherche sur l'embryon humain, sur les protocoles de recherche soumis à déclaration auprès de l'Agence de biomédecine. Un encadrement plus strict des cellules souches dites pluripotentes induites humaines. Donc, c'est parfois très technique, hein, quand on ne connaît pas. Moi, j'ai découvert plein de choses. Hein, je suis juriste, mais je suis pas spécialiste des cellules souches pluripotentes induites humaines. On découvre beaucoup de choses. Et l'article 22 donc a mis fin à la conservation des embryons qui ne font plus l'objet d'un projet parental, avec l'article 23 qui renouvelle l'interdiction de la conception in vitro d'embryons humains par fusion de gamètes à des fins de recherche. Donc voilà. Alors c'est parfois très très technique, mais pour les spécialistes de ces questions-là, et sachant que les enjeux touchent un public parfois beaucoup plus large qu'on pourrait le penser, ce sont des enjeux tout à fait importants. Alors sur les examens génétiques et la médecine génomique, on voit à titre d'exemple ici l'article 14 qui permet la réalisation de façon très contrôlée d'un examen de caractéristiques génétiques d'une personne qui ne peut exprimer sa volonté, y compris si elle est décédée.
voilà, pour des raisons de protection, d'anticipation et de prévention, hein, quand cet examen donc, doit permettre aux membres de la famille des mesures de prévention ou de soins. Donc là, on voit bien qu'il y en a des principes d'éthique et de droit qui s'entrechoquent entre une personne qui peut pas exprimer sa volonté, donc en vertu de quoi enfin, voilà, on réaliserait un examen de caractéristiques génétiques chez une personne qui n'a pas du tout conscience de ce qu'on lui fait, mais cet intérêt des membres de la famille, voilà, là, c'est un très bon exemple de cet équilibre à trouver entre les principes de protection de part et d'autre. Voilà, ou l'autre exemple, l'article 15 que vous avez sous les yeux. Le fait que la personne qui apprend qu'elle a une maladie génétique est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement concernés. Et puis, il y a une adaptation du cadre du consentement à un examen de génétique. Donc, en fait, c'est simplement pour vous montrer ici que chacun des 9 thèmes a vraiment, permis de pousser assez loin la réflexion sur des sujets à la fois techniques, médicaux, profondément humains et bien sûr scientifiques. Sur les dons et transplantations d'organes, on voit, s'agissant d'un prélèvement sur personne vivante, l'article 8 qui permet l'application du don croisé d'organes, voilà, avec des règles hein, parfois très précises. Je vous laisse regarder ça. L'article 13 qui porte sur le don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche. Voilà. Avec des garanties qui sont posées, vous voyez tout en bas, là, c'est un décret du Conseil, un décret du Conseil d'État pour poser les conditions d'ouverture, d'organisation, de fonctionnement des structures. Donc, tout cela est extrêmement encadré. Et donc là encore, il faut à la fois que ce soit cadré, mais sans être trop rigide. Donc, c'est pas toujours simple de trouver le bon équilibre. Sur la question du numérique et la question de la santé, l'article 17 donc, vise à sécuriser la question de l'information du patient concernant l'utilisation des données massives. Il y a un des thèmes qui n'a pas beaucoup pris, alors c'est très surprenant, c'est un grand paradoxe des États généraux, c'est la question des liens entre santé et environnement. Ce qui paraît vraiment très étonnant en 2022. Même si vous savez bien que pendant la campagne présidentielle, on a aussi parlé de voilà, des atouts et des limites des débats sur les questions de l'environnement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous a frappés. Et donc, on souhaite vraiment creuser davantage ces questions d'environnement et de santé. Voilà, et donc il y a plusieurs personnes spécialistes de l'environnement qui sont entrées au sein du CCNE par ailleurs sur ces questions-là. Voilà. Et on rejoint d'ailleurs, vous voyez, la définition des missions du CCNE sur les conséquences de la santé et les progrès de la science dans tout autre domaine. Voilà. Alors, sur l'AMP, bon, alors je ne vais peut-être pas rester longtemps, puisque finalement, c'est une des situations qui a été un des thèmes qui a été le plus médiatisé. Donc, on a l'ouverture au couple de femmes et puis des règles ensuite un petit peu spécifiques d'entretien particulier, enfin, en tout cas de procédures bien cadrées, de temps d'autoconservation ovocytaire. Et la question du recueil aussi du consentement a été évoquée. Voilà, bon, je passe là-dessus. La question de l'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès, tout en bas, là, de la personne majeure née d'une AMP avec tiers donneur à sa demande à des données non identifiables ou à l'identité du tiers donneur. Bon, là aussi, hein, on a un entrechoquement entre le principe d'anonymat du don et puis d'intérêt de la personne, d'intérêt de l'enfant qui grandit, qui a besoin de connaître ses origines. Voilà, donc il faut trouver il a fallu, et ça, les états généraux de la bioéthique ont permis d'avancer, me semble-t-il. Hein, alors ça n'engage que moi, mais quand même, on l'a constaté, sur le fait qu'il y avait un certain consensus pour entrouvrir une porte sur ce principe de l'anonymat, pour permettre à ces personnes de connaître, enfin, d'avoir des éléments sur leur identité. Voilà. Ça, c'est vraiment une des questions où on a senti que on a essayé de sentir le pouls de la société qui était assez ouvert sur ces questions-là.
Voilà. Bon, je passe là-dessus parce qu'on peut pas tout aborder. La question de la gouvernance bioéthique, c'est finalement les textes qui sont venus modifier à la fois le champ d'intervention du CCNE et aussi renforcer cette question de son rôle pour l'animation des débats publics. Les 6 représentants d'associations, si, il y en a 6, donc je pense que j'en ai oublié un tout à l'heure sur la diapo, 1000 pardon, avec des mandats de 3 ans renouvelables une fois. Voilà, la préservation des missions de l'agence de biomédecine, je passe là-dessus. Et puis, donc j'en arrête là parce que je voudrais vraiment qu'on puisse échanger. Un remerciement finalement depuis toutes ces années, d'abord aux citoyens. Alors on est tous des citoyens, mais quand on va rechercher l'opinion des personnes sur les territoires, eh bien, que ce soit des collégiens, des lycéens, des personnes âgées en EHPAD, des personnes en situation de handicap, tout citoyen lambda qui participe d'une façon ou d'une autre à ces réflexions. Et c'est d'ailleurs un enjeu de se dire comment aller toucher sur un sujet tous ces citoyens-là. On peut donner l'exemple des débats qui vont avoir lieu qui devraient avoir lieu sur la fin de vie. C'est de se dire comment on peut faire pour faire remonter cette opinion de personnes âgées qui sont en EHPAD ou à domicile, de jeunes aussi, et de tout type de population, professionnelle, non professionnelle, sur ces questions. Voilà. Il y a vraiment un enjeu en termes d'animation du débat sur la bioéthique, d'animer en fait tous ces acteurs sur les territoires, bien sûr les espaces régionaux, mais pas que. Donc c'est une vraie gageure de savoir vers qui se tourner. Voilà. Et puis voilà, remerciement aux membres du CCNE et à tous les membres des RR, bien évidemment. Vous avez ici les liens pour contacter la secrétaire générale nouvelle secrétaire générale du CCNE et le nouveau site web beaucoup plus accessible, même si on peut toujours parfaire les choses, et où vous retrouverez notamment l'animation de la vie par les espaces régionaux. Donc on invite bien sûr tous les espaces régionaux, à commencer par les REG, à venir nourrir ce nouveau site web. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Pardon d'avoir été un peu longue. On peut commencer par une question de ta part. Peut-être que ça va donner des idées. Oui, parce que moi, vous avez partiellement répondu à quelque chose que je me posais comme question, mais pas tout à fait complètement. C'était l'adéquation entre ce qui remontait des espaces éthiques et des concertations en région, et finalement la loi à la fin. Alors, vous avez dit que c'était un peu différent, mais pas beaucoup. Est-ce que vraiment le législateur, ils ont bien tenu compte de ce qu'ont dit les citoyens? Parce que dans le futur, ça me paraîtrait assez important. Oui, tout à fait. Alors, il faudrait reprendre disposition par disposition, mais vous avez quand même, en fait, sur les diapos qui résument, en fait, des principaux apports sur chaque thème, certains qui sont effectivement d'inspiration citoyenne. Je vous donnais l'exemple de l'anonymat, enfin de l'ouverture de l'anonymat du don là pour la PMA. Ça c'était quelque chose de majeur quand même. On l'a vraiment bien senti. Sur la recherche sur l'embryon aussi, il y a des éléments qui étaient remontés des consultations citoyennes. Alors la question de finalement la question de la fin de vie montre bien qu'il n'y avait pas de consensus, mais que en tout cas, ce qu'on a ressenti, c'est qu'il y avait un vrai besoin d'en parler, même s'il n'y avait pas de consensus. Donc, du coup, ça peut aussi expliquer cette proposition qui est faite sur ce sujet-là, parce qu'on pourrait se dire, mais il y a plein d'autres sujets. Moi, je vois un lien direct, effectivement, avec ce qui s'est passé pendant les États généraux de la bioéthique et d'en faire une proposition de le mettre sur la place publique. C'est dans le bon sens du terme. C'est plus l'expression du besoin d'en faire un sujet qui touche chacun, qui est ressorti de ces états généraux. Voilà. Bon, donc,
donc il y avait ça, et du coup, on comprend mieux aussi, même si on n'y est pas encore, mais ce processus qui met en mouvement l'idée de faire une proposition de loi, enfin un projet de loi sur ces questions-là, quel que soit le contenu, hein, par ailleurs, mais voilà, en tout cas, il y a une demande citoyenne de réfléchir là-dessus. C'est ce qu'on a ressenti. Question dans l'assistance. Hélène, tu as ton micro coupé. Je ne sais pas si tu parles là, mais… Oui, effectivement. Donc, je disais, oui, pour l'instant, non, mais n'hésitez pas. Alors, ça peut être des questions, ça peut être aussi des réactions à ce que vous avez vu, des sources d'étonnement ou autres. Oui, ou comment vous avez vécu, vous, ces débats et ces réflexions pendant les États généraux de la biomédecine? À quel cas concret vous êtes confrontés aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est-ce qu'il y a, et c'est important aussi pour nous de le savoir, qu'est-ce qui vous turlupine qu'est-ce qui vous inquiète aussi? J'irais même jusqu'à poser la question, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des états généraux de la bioéthique, par exemple? Alors, attendez, on a deux personnes qui ont levé la main. Alors, est-ce que je vous vois? Oui, voilà. Erika? Alors, il faut juste allumer votre micro. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui. Très bien. Très bien. Déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai vraiment trouvé votre conférence très intéressante. Moi qui m'intéresse à l'éthique depuis de très nombreuses années, je suis infirmière de formation et maintenant je suis cadre formatrice dans les IFSI et j'enseigne la législation et l'éthique. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse fortement. Très beau thème. Mais en fait, moi, ma question, j'ai découvert que, je sais que certains lycées, en plus ma fille est dans un lycée, donc je sais que certains lycéens, effectivement, s'intéressent déjà à certaines problématiques éthiques et je trouve très bien de commencer assez tôt. Et j'ai découvert, quand vous avez parlé de la maison de la chimie, avec le partenariat avec les lycées autour de la fin de vie. Et moi, j'aurais voulu savoir un petit peu comment ce projet avait été initié, si vous pouvez nous en dire plus, parce que c'est une thématique tellement particulière et effectivement, en tant que futur citoyen, je me disais, des jeunes, on parlait déjà de la fin de vie, mais je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, en fait, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mais c'est la 17e année que le CCNE organise chaque année une journée avec les lycéens. Alors, votre question me fait dire que c'est pas suffisamment connu. Donc, il y a un enjeu de communication. Il y a un enjeu de communication. Et ce que je trouve, alors, moi, je suis très sensible à ces questions-là. Et je trouve que cette année, alors, on avait proposé aux lycéens cette année alors, on ne peut pas faire intervenir tous les lycées de France, hein, vous vous en doutez, il y a une restitution de 9 lycées de tout le territoire, avec des origines et des contextes assez divers. Hein, parce qu'on essaye alors il n'y a pas une représentativité parfaite, mais quand même, il y a une très grande diversité. Et donc, on leur avait proposé soit la loi bioéthique, justement, de choisir un des thèmes, soit la fin de vie, et ils ont tous choisi la fin de vie. Et donc, ils l'ont abordé, on avait une réunion ce matin d'ailleurs, ils l'ont abordé de façon assez différente, y compris en s'intéressant sur alors c'est souvent des professeurs de philo, de SVT, d'histoire, d'anglais, enfin voilà, qui les accompagnent. Donc c'est en plus de tout ce qu'ils ont à réviser, donc c'est pas plus l'année du bac, c'est pas forcément simple, mais en tout cas, pour avoir participé à plusieurs journées de ce type, on est à chaque fois vraiment scotché. Les participants. Donc c'est sur volontariat des étudiants, des élèves. C'est sur volontariat des lycées, voilà. On a des profs qui sont volontaires et qui, année après année, se mobilisent. Et donc, ce qu'on voudrait faire cette année, c'est justement par rapport à ce thème-là, c'est de réaliser un film à la fois sur cet événement, mais aussi de le diffuser pour en faire des ressources pour que dans chaque lycée, chaque prof puisse s'en emparer pour évoquer ces questions d'éthique. Donc, on voit bien là aussi les liens à faire avec les espaces régionaux, hein, et puis tous les professionnels de France et de Navarre, j'ai envie de dire, quels que soient quels que soient les profils, pour activer ça. Et en fait, ça tombe vraiment bien, puisque si on fait ce débat national sur la fin de vie, ce sera vraiment très important de pouvoir
faire témoigner ses élèves. Hein, Oui, c'est très riche. lycéen. Voilà. Et alors, là encore, ce ne sont que 9 lycées, mais quand même 9 classes très différentes qui ont abordé la question, pour certains, du suicide assisté, de l'euthanasie, de la représentation de la fin de vie, de comment on se forge une opinion sur ces questions-là. D'accord. C'est vraiment très, très formateur. Voilà. Donc, on mettra tout cela sur le site du CCNE et on va essayer justement d'avoir des liens plus étroits avec l'éducation nationale pour Et est-ce que les 9 lycées, je me permets, ont communiqué entre eux ou c'était vraiment des communications indépendantes? Parce que ça aurait été peut-être, enfin, je ne sais pas si ça a été fait, ce serait intéressant de savoir. Alors, il y a une ancienne prof qui anime cela depuis des années, Madame Estival, elle s'appelle, une ancienne prof de SVT qui avait elle-même participé à l'époque et qui joue ce rôle elle prend son bâton de pèlerin, elle passe de lycée en lycée, elle va à la rencontre des élèves et donc les élèves viennent restituer après ce travail à Paris en présence de membres du CCNE, dans un lieu emblématique de la réflexion. Et donc, on va essayer de mettre l'accélérateur sur la communication parce qu'il y a un enjeu très fort. Ah oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour info, Erika, il faut savoir que ça fait aussi partie des missions des espaces éthiques. C'est-à-dire que l'on peut aussi, d'ailleurs on le fait, intervenir dans des lycées, dans des collèges, dans des facultés, pour aborder certains thèmes, faire émerger des débats, des questionnements éthiques. Voilà, donc c'est aussi une mission des espaces éthiques. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous consulter. La fois dernière, j'ai assisté alors ça fait maintenant peut-être 3 semaines, au café que vous aviez organisé au CHU. Là, j'avais diffusé l'information à tous les étudiants et malheureusement, personne n'est venu. Donc, j'étais un peu déçue parce qu'effectivement, on le fait dès l'entrée en formation, ce premier semestre, et ils le refont en deuxième, évidemment en troisième année. Donc, toutes ces questions-là, j'ai trouvé ça très riche d'avoir en plus au-delà des intervenants que nous sommes, qui ne sommes plus dans les services, mais qui nous intéressons évidemment à toutes ces problématiques. C'est pour ça que je suis intéressée de voir que c'est initié très tôt. Alors en fait, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire parce que vous avez dit que vous étiez intervenante, c'est ça? En fait, je suis formatrice. Vous êtes formatrice dans un IFSI, voilà. Dans un IFSI, voilà. Et donc, moi, je trouve qu'il faut se saisir aussi de l'occasion pour se dire, voilà, on prend ce thème et comment on fait travailler les élèves sur ces questions-là, quelle restitution on peut faire, ce qui n'est pas du tout la même démarche que de les inviter à participer à quelque chose. Tout à fait. Voilà. Et je me permets, en fait, parce que ça m'intéresse depuis très longtemps, c'est quand j'ai été infirmière, j'ai passé un diplôme d'éthique médicale et c'est pour ça que c'est toujours d'actualité et que j'essaye toujours de me tenir au courant et que c'est au cœur de nos préoccupations de soignants. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de laisser vos coordonnées à Hélène, qui peut-être déjà vous connaît déjà, et de me les transmettre. D'accord. On se recontactera parce que ça nous intéresse beaucoup de voir justement comment toucher ces jeunes personnes en formation. Donc moi ou Bénédicte ou voilà, la personne du site d'appui auquel vous êtes rattaché, mais on reviendra vers vous pour organiser ça. Merci. Il y avait, alors, Amandine avait aussi posé une question, juste une précision, Karine, sur ce projet avec les lycées. Est-ce que ça concerne des lycées généraux, pro, techno aussi? De tout. Et y compris des prépas, y compris… Enfin, on a vraiment essayé de toucher un petit peu toute la France. J'aimerais bien la prochaine fois qu'on ait des dom-toms. J'aimerais bien aussi qu'on ait des lycées de banlieue. J'aimerais bien qu'on ait des… Voilà, mais on avance pas à pas. Notre difficulté, c'est de réussir en une journée à ne frustrer personne parce que 9 lycées, ça veut dire 9 fois 4-5 élèves qui viennent dans une classe, leur classe sera là, donc il y aura plus de 200 jeunes lycéens et je pense quelques journalistes qui pourront retransmettre aussi cette expérience. Donc ils ont 20 minutes pour présenter, ensuite il y a 20 minutes de débat et ainsi de suite. Donc c'est court et en même temps c'est très dense. Moi vraiment ils choisissent des formes parfois théâtrales, des formes
parfois très originales pour expliquer, exposer leur réflexion. On sent que c'est absolument pas superficiel. On sent que ça a été un vrai projet mené sur voilà, plusieurs semaines, plusieurs mois par les professeurs. Franchement, chapeau. Donc, on attend de voir pour cette fois-ci. Alors, merci Erika. On a aussi une question de Fatima. Fatima. Oui, allô, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Tout d'abord, je voulais vous remercier par rapport à cette intervention qui était vraiment très intéressante. Et je voulais revenir sur, parce que c'est vrai que l'éthique, c'est vraiment très large, comme vous l'avez souligné, sur la PMA, sur la fin de vie. Mais je voulais revenir sur un sujet dont on parle de plus en plus dans les médias. C'est par rapport à la protection des données qu'on a sur l'intelligence artificielle, sur les données numériques qu'on met sur les ordinateurs, sur tout ce qui est appareils connectés, et ces fameuses GAFA qui récupèrent un peu toutes ces données. On a l'impression que ça nous échappe un peu. Et finalement, comment est-ce que l'éthique, si elle peut encore le faire, et comment elle pourrait intervenir pour pouvoir arbitrer un peu tout ça? Parce que ça a l'air de se faire un petit peu n'importe comment et on a l'impression d'être dans une jungle numérique par rapport à tout ça. Et nous, en tant que citoyens, finalement, ça nous échappe. On n'a pas toutes les données en main, ça nous échappe complètement. Et on a tous comment on appelle ça, des applications sur nos téléphones qui se mettent en place, et puis des fois même à notre insu, et on récupère des données comme ça, à droite, à gauche. Tout le monde a entendu parler de ces fameux tests génétiques où on envoie un petit échantillon pour pouvoir connaître un petit peu notre arbre généalogique. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a également beaucoup d'autres choses. Et oui, finalement, comment l'éthique peut intervenir encore dans tout ça? Alors, très bonne question. Très bonne question. Alors, je vais vous répondre par 2 points. Je vais commencer par revenir sur oui, vous avez raison, la preuve, il est question donc de transformer ce comité pilote d'éthique du numérique, donc c'est-à-dire l'équivalent c'est une autre branche du CCNE finalement, qui réfléchit à ces enjeux éthiques liés au progrès dans le champ de la santé, et là c'est lié à l'évolution des technologies qui ont un impact dans le champ de la santé. Donc, si on crée une nouvelle instance, puisque ça va prendre son envol et son autonomie, c'est pas pour rien. Donc, il y a une instance avec 33 experts qui vont être chargés de réfléchir sur ces questions-là. Ça veut dire qu'il y a un vrai risque. Vous avez raison. Alors, deuxième, et d'ailleurs, vraiment, allez voir les productions qu'ils ont faites, c'est assez scotchant, sur des thèmes qui nous concernent tous. Je voudrais aussi vous répondre par une anecdote. Pendant la crise, vous vous rappelez, lorsque pendant le confinement, on a entendu parler d'une appli, les applications, il y en a eu plusieurs sur prototypes, sur le fait les applications de traçage. Il y a eu toute une série de questionnements en disant mais jusqu'où ça va, comment ça va être contrôlé, etc. Avec, je me rappelle, il y avait une grosse polémique au niveau européen avec les Allemands qui avaient choisi un autre système, les Français qui étaient beaucoup plus prudents. Bon. Et je me rappelle très bien d'avoir échangé avec Claude Kirchner, le président du comité pilote d'éthique du numérique, qui m'avait dit mais si les Français savaient, tout ce qu'on peut capter, tout ce qu'on capte déjà via les smartphones et tout le reste, ils ne se poseraient pas toutes ces questions, par rapport à ce n'était qu'un tout petit bout de l'ensemble des risques. Donc, tout ça pour dire que vous avez complètement raison, de poser cette question-là. Donc, ça veut dire que le rôle d'un comité d'éthique, comme dans le champ du numérique, comme dans le champ de la santé pure, c'est d'être une sorte de vigie, d'être une instance de veille en disant attention à ces risques-là, de déterminer les risques, et puis de rappeler justement, de poser des jalons et des repères à minima pour assurer cette protection-là, pour dire attention, il y a du progrès, c'est tout à fait positif, mais ça peut générer des risques aussi. Et nous, on est là comme Comité national d'éthique du numérique, en tout cas, eux, ils sont là pour souligner cela, et puis pour aussi faire évoluer les textes de loi en intégrant cette prévention des risques. Voilà.
Donc, c'est une réflexion qui se mène à plusieurs, qui est reconnue, parce que quand on crée une instance au niveau national et par les pouvoirs publics, ça veut dire que le risque est reconnu en tant que tel. Hein. Donc, il y a à la fois un besoin de collecter des données, voilà, et en même temps des risques liés à ce besoin-là. Donc, il faut trouver un équilibre. Voilà. Je vous remercie. Merci Karine, merci Fatima. Bénédicte? Alors, oui, bonjour. Je suis contente de vous avoir de vive voix après tous nos échanges, nos différents échanges. Moi, j'avais une petite question à vous poser. Alors, concernant plus ce paradigme entre droit français et droit international, parce que c'est vrai que on se pose parfois la question comment l'éthique peut arbitrer des orientations qui sont parfois différentes en fait au niveau international, comme par exemple la GPA ou comme Fatima disait des tests génétiques. Donc, comment s'ajuste l'éthique de l'humain, qui devrait être une éthique, on va dire, globale et générale pour la race humaine, en fait, au droit international? Je vous demande, enfin voilà. Oui, très bonne question. Droit international, on pourrait dire tout simplement aussi droit, enfin, à une plus petite échelle, droit européen. Oui. Si on regarde les différences de législation sur la PMA, notamment, sur la fin de vie et sur bien d'autres sujets, on voit bien que vous vous rappelez de l'expression que j'ai utilisée au tout début, tout ce qui est techniquement possible est-il éthiquement souhaitable? Et certains disent aussi, tout ce qui est juridiquement et légalement admis dans certains pays, y compris chez nos voisins, est-ce que c'est une bonne raison pour l'admettre dans notre propre dispositif législatif? Vous voyez? Et alors c'est très intéressant parce qu'on peut se dire qu'on a des cultures communes, européennes communes sur un grand nombre de points, et pour autant, justement, voilà, une instance de réflexion éthique peut aussi freiner, alors parfois dans le bon sens, parfois c'est jugé trop frileux, hein, il y a beaucoup de débats là aussi là-dessus, par ceux qui sont favorables ou ceux qui sont moins favorables. Inutile de vous faire un dessin quand on parle des questions de suicide assisté, ou même d'ouverture, comme on en a beaucoup parlé, de la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes. On voit bien que dans des pays très très proches, c'était admis et pendant très longtemps, en tout cas jusqu'à la loi bioéthique, il y avait les législations françaises n'allaient pas dans le même sens que nos voisins. Donc on voit bien qu'il peut y avoir même si on a des principes et on adhère à des principes communs, on peut quand même conserver des spécificités sur d'autres points. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, pour rebondir aussi sur votre question, c'est très intéressant de voir qu'il y a par exemple, au niveau du Conseil de l'Europe, il y a un comité de bioéthique, avec un bureau de la bioéthique. Au niveau de l'OMS aussi, il y a des travaux qui ont été faits. Donc, c'est aussi en comparant la façon dont on travaille, les valeurs que l'on défend ou au contraire les dissensus, puisqu'il peut y en avoir, et il y en a, qu'on peut avancer aussi et mieux se comprendre. Oui. On voit en tout cas que c'est un combat permanent parce que j'ai pris mon petit déjeuner en voyant la décision de la Cour suprême de revenir en arrière sur la légalisation de l'avortement. Oui. Et donc, même des combats qui ont été gagnés il y a 20 ans peuvent être mis en cause demain parce que le législateur aura changé. C'est un tout petit peu terrorisant quand même, ça. Oui, et c'est vrai que on voit aussi, alors l'exemple des États-Unis montre, notamment sous le régime du président précédent, les comités d'éthique n'ont pas du tout eu le même fonctionnement, notamment au niveau fédéral. C'est ça, on va pas me tromper. Il y a eu la réflexion éthique a continué de fonctionner, notamment dans des comités hospitaliers, mais il n'y a pas du tout eu la même vie sur ce qui serait, entre guillemets, l'équivalent du CCNE à la française. Et donc, et c'est vrai que là, ce que vous évoquez, vous avez tout à fait raison, ça fait hérisser le poil pour toute une partie
des personnes qui ont travaillé à faire évoluer le texte. Mais ça, là, pour le coup, on a des juges suprêmes, vous l'avez dit, hein, qui finalement ont du pouvoir pour faire évoluer, en tout cas tenter de faire évoluer les choses. Et ce qui pose la question du rapport de force, en fait, entre ces espaces ou ces comités ou ces instances éthiques et puis ce pouvoir judiciaire et législatif. Oui, tout à fait. Heureusement qu'on n'a pas ça en France, qu'une juridiction composée par 9 personnes, qui doivent avoir 80 ans de moyenne d'âge en plus, s'impose aux lois qui sont émises par un congrès avec un Sénat et une Assemblée. Bon, on arrive au terme de nos 20 heures. Il est presque 20 heures. Il y avait juste… Il y a encore une question, je n'avais pas vu. Oui, alors c'est dans le chat et c'est une question pertinente, donc bon, on ne pourra pas l'évoquer en 10 minutes, mais Claire… En 2 minutes. Voilà, Claire disait qu'on a parlé beaucoup des jeunes, là, des lycéens, mais il y a la question aussi du recueil de la parole des personnes âgées, notamment dans les maisons de retraite. Alors, si je pose la question… Alors, Clara, c'est ça, c'est Claire. Claire, vous avez quelle profession? Alors, attendez, je vais activer… Voilà. Donc, Claire, c'est bon pour parler. Voilà. Si Claire est encore là. Alors, le micro est bien allumé, mais on n'entend rien pour le moment, Claire. Bon. Claire, si je ne m'abuse, comme elle est membre de mon conseil d'orientation, elle est infirmière en milieu psychiatrique. D'accord. Alors ça, c'est une question qui m'intéresse vraiment beaucoup, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment faire pour capter le plus de public possible. Et on a vu pendant les états généraux, mais c'était encore, alors, je ne sais pas quel terme utiliser, parcellaire, sporadique, etc. Mais il y a quand même eu, pour la première fois, des expériences de débats, de mini-débats, de conférences, etc., qui ont été menées au sein des établissements. Et ça, c'est drôlement intéressant parce que jusqu'à présent, ça n'était pas fait. De même que, je ne sais pas si vous avez entendu parler là tout récemment pendant la campagne présidentielle de ce qui a été porté par le Cercle Vulnérabilité Société, l'action Ma Voix compte 2022, où on a proposé donc à la fois dans des EHPAD, mais aussi dans le champ du handicap, de faire exprimer en fait sur différents thèmes, de façon assez encadrée, les usagers et les résidents sur différentes thématiques et de faire remonter en fait des idées, des propositions, des critiques, etc. Donc en fait, peu importe le modèle, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment en faire un sujet, se dire, par exemple, sur la fin de vie, s'il y a un débat national qui est lancé, une consultation citoyenne, une consultation par web, etc., finalement, à chacun de vous là, qui est acteur sur les territoires, se dire, tiens, moi, avec ma position, c'est pour ça que je peux demander la position de Claire, comment je pourrais faire pour aller recueillir l'expression des gens avec qui je travaille, que j'accompagne, etc. Voilà, que j'accompagne, y compris s'ils sont en situation de vulnérabilité, et à ce moment-là, vers qui je me tourne, le tuteur, il en pense quoi, la personne de confiance, elle en pense quoi, les proches, ils en pensent quoi, enfin voilà. Et c'est d'essayer de faire cet effort pour mobiliser et se mobiliser sur un sujet, parce qu'ils sont citoyens comme les autres, et d'essayer de faire remonter leur voix comme celle des autres. Et on pourrait dire de la même chose au sein des écoles, et pas uniquement d'ailleurs des lycées ou des étudiants. À l'école primaire, au collège, les profs, ils pourraient aussi se poser cette question-là pour que finalement, cette fameuse marmite des états généraux, elle s'étende à la marmite des débats publics. On n'aura jamais la voix de tout le monde, puis tout le monde n'aura pas forcément envie de s'exprimer. Voilà, regardez, là, tout le monde n'a pas posé des questions. C'est pas pour ça que vous vous intéressez pas, ou la preuve, vous suivez cette conférence débat. Mais en tout cas, c'est une invitation à pouvoir le faire. Et ça, en tout cas, moi, j'en suis convaincue. Il faut vraiment qu'on avance là-dessus. Et puis, ça peut être des toutes petites choses, parce que si on a des ambitions trop grandes, on ne fait plus rien. Des toutes petites choses, mais voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières, vous le savez bien. Et je pense que c'est un très beau sujet.
Juste pour aller dans ton sens et pour illustrer ton propos, lors des derniers États généraux de la bioéthique, donc en 2018, je sais, alors que notamment en Alsace, mais pas que, en Normandie aussi, on avait été quelques espaces de réflexion éthique à organiser des réunions, alors en petits comités, mais dans des EHPAD directement, pour discuter des thématiques qui étaient abordées dans la loi de bioéthique. Et c'était des débats passionnants qui parfois ont duré plusieurs heures. Alors, évidemment, c'était des personnes qui avaient les capacités cognitives pour aussi bien s'exprimer et comprendre les différents propos, mais c'était très riche. Et à partir du moment où on va vers ces publics, eh ben, ils sont tout à fait heureux de participer. Ça pourrait être d'ailleurs un beau challenge pour les RR sur ces questions de débat sur ce thème ou sur d'autres. Voilà, de faire remonter la voix des plus jeunes, la voix des plus âgés ou des personnes en situation de handicap à côté des autres voix. Ça pourrait être intéressant. Et alors d'ailleurs, je vois que Claire, qui n'a pas réussi à s'exprimer directement, elle le fait par d'autres voix. Donc il y a plein de voix pour s'exprimer. Voilà, je répondis là-dessus. Elle a répondu par chat. Merci Claire. Donc voilà, en fait, il ne faut pas s'arrêter aux difficultés physiques, techniques. On y arrive d'une façon ou d'une autre, me semble-t-il. Voilà. Mais il faut de l'énergie, il faut de la conviction. Merci Karine. Gérard, le mot de la fin? Le mot de la fin, d'abord, c'est pour remercier la conférencière de cet échange très riche sur ce sujet-là. Et le deuxième mot de la fin, c'est pour vous donner rendez-vous le 23 mai sur un aspect plus spécifique de la loi avec la cryoconservation des gamètes à visée sociétale. Et c'est Anne-Julie Faté, qui d'ailleurs était en liaison ce soir, qui sera la conférencière. On vous rappellera ce rendez-vous, soyez sans crainte. Merci beaucoup, merci à la conférencière, merci Karine et merci à tous d'être restés jusque-là pour écouter cette conférence. Et continuez avec votre belle énergie à animer ces réflexions. Et voilà, donc c'est 1h30, mais ça permet d'échanger. Donc la prochaine fois, plus de questions et de réactions. Et franchement, merci beaucoup de votre écoute et de l'organisation. Merci à vous. Oui, merci à Bénédicte pour l'organisation. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée, à bientôt. Au revoir.